comment expliquer une telle longévité et quel bilan en tirer? Pour en parler, nous sommes avec Georges Dougueli, journaliste à Jeune Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, quand il arrive au pouvoir, personne ne se doute que Paul Biya resterait aussi longtemps à la tête du Cameroun. Vous diriez quelle a été sa recette, finalement, pour durer 40 ans? Je dirais que pour durer au pouvoir, il faut d'abord être vivant. Donc c'est un homme qui a une très bonne hygiène de vie. Il fait du sport, du vélo, du tennis, il dort tôt, il évite les mondanités, il travaille à l'économie, il ne lit pas une note de plus d'une page. Ça c'est important pour se maintenir à ce poste qui est exigeant à plusieurs égards. Maintenant, sur le plan politique. La recette, elle est simple. Il applique la maxime du fameux Philippe de Macédoine qui avait dit qu'il fallait, pour régner sur les hommes, il faut les diviser. C'est diviser pour mieux régner. Et donc, il applique sur tous les aspects de la vie politique camerounaise. Il divise, il clive. Ça se voit quand il y a une élection. Les opposants ne peuvent pas se mettre ensemble. Il y a toujours... on fait intervenir des facteurs sociologiques, ethniques, pour empêcher qu'il n'émerge une espèce de candidature unique qui pourrait menacer sa réélection. À l'intérieur de son propre camp, il divise, les institutions aussi. On pourra revenir là-dessus plus tard si on a le détail. Alors justement, vous dites diviser pour mieux régner, mais finalement, il faut quand même gouverner avec des équipes. Avec qui est-ce qu'il gouverne, Paul Biya? Finalement, qui sont les gens qui ont véritablement le pouvoir dans ce régime? Quels sont les équilibres respectés? Déjà, le pouvoir au Cameroun c'est une personne. Il s'appelle Paul Biya. Et maintenant, il y a autour de lui des baronnies qui se sont érigées, qu'il encourage, qu'il laisse se battre les unes contre les autres. Et de temps en temps, il jette de l'huile sur le feu. Et quand ça va trop loin, il les arrête. C'est ce qui s'est passé récemment avec le secrétaire général de la présidence, qui a été qui a fait l'objet d'un mandat d'amener délivré par le parquet d'un tribunal, probablement à l'instigation de notre baron, le ministre de la Justice, et mandat d'amener qui a été stoppé, suspendu par le président. Et donc, à chaque fois qu'il y a un de ces pôles de pouvoir prend beaucoup d'importance, il met le haut là et on revient à une espèce de paix armée à l'intérieur de son propre régime, mais c'est comme ça qu'il arrive à se maintenir et à garder les équilibres en place. Alors, c'est un président qui est resté 40 ans, qui a été souvent critiqué pour ses absences prolongées du pays et ses séjours beaucoup trop fréquents, disent certains, en Suisse notamment. Peut-être une question que beaucoup se sont posées. Comment est-ce que Paul Biya a fait pour éviter des coups d'État en étant aussi peu souvent présent pendant très longtemps dans son propre pays? Plusieurs explications. Il a tiré les leçons de ce qui s'est passé le 6 avril 1984. Il y a eu une tentative de coup d'État qui s'est soldée par 1 millier de morts en quelques jours de combat. Donc c'est un homme qui a toujours gouverné avec de la prudence, je dirais même de la peur, et qui a pris le soin de développer des services de renseignement extrêmement performants qui ont infiltré tout l'appareil d'État, qui ont infiltré même la société civile, la presse, ils sont partout, ils savent ce qui se passe, ils ont beaucoup d'informations. Et cet homme très informé, bien qu'étant en retrait, arrive à anticiper toutes sortes de coups. Maintenant, il y a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, cette capacité à diviser, à empêcher que les gens se mettent ensemble pour dire un projet, y compris celui du coup d'État. Et ça lui permet de dormir tranquille. Alors Paul Biya disait lui-même ne dure pas au pouvoir qui le veut mais qui le peut. Peut-être quel bilan est-ce qu'on peut tirer au fond de cet exercice du pouvoir tel qu'il est mené par Paul Biya? Rester au pouvoir, il a pu le faire pendant 40 ans, mais pour quel résultat, avec quel bilan? Le résultat, on va parler de l'économie, il est mitigé. Parce qu'il y a plusieurs projets qu'il a lancés il y a quelques années. Il appelait ça les projets structurants. C'est des grands travaux qui étaient censés donner une espèce de bond économique au pays. La plupart de ces grands travaux sont inachevés parce qu'il a été rattrapé lui-même par une forme de gouvernance du laisser-faire qui a développé la corruption. La grande corruption dans le pays. Est-ce que vous diriez que la corruption est un des ressorts sur lequel le régime s'appuie pour durer? Absolument.
C'est grâce à cette corruption, justement, qu'il arrive à tenir les différents barons qui tous ont un dossier. Gardez bien au chaud. Lorsque vous avez des velléités des envies de le remplacer, une ambition, on vous sort ce dossier-là. Alors, je disais que ces grands travaux ont été compromis par la grande corruption qui a empêché leur aboutissement. Et aujourd'hui, le port de Kribi fonctionne peut-être à un tiers ou un quart de ses capacités parce qu'il n'est pas achevé. Les autoroutes, dont celles qui relient les deux plus grandes villes du pays, Yaoundé et Douala, ne sont pas achevées. Il y a plein d'autres travaux, des barrages, des routes qui ne sont pas achevées. Et tout ça rend son bilan assez mitigé sur le plan économique. Peut-être en quelques mots toujours sur cette façon de gouverner, c'est-à-dire en divisant. Question sur l'unité du pays aujourd'hui agitée par des crises séparatistes en zone anglophone, également dans le nord avec des séparatistes musulmans. Comment et pourquoi est-ce qu'un chef d'État à la tête du pays pendant 40 ans n'a pas su régler ces deux problèmes? Il se targue souvent d'avoir réussi à maintenir la stabilité du pays. La paix et la stabilité. La paix, c'est très discutable parce que justement, aux frontières, il y a beaucoup de problèmes. À l'extrême nord, les infiltrations de terroristes de Boko Haram continuent. Ça n'a pas encore été endigué. Et surtout, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les deux provinces anglophones, il y a un conflit qui a déjà fait des milliers de morts et 1 million de déplacés. Donc, ça dure depuis 4-5 ans. Ils n'ont toujours pas trouvé une solution politique là-dessus. C'était assez... ça montre que sa méthode en termes d'unité nationale ne fonctionne pas. Peut-être une dernière question, Georges Dougueli, très rapidement. Fatalement, Paul Biya ne sera plus un jour à la tête du Cameroun. Pour lui succéder, qui est pressenti, envisagé, que ce soit dans le camp présidentiel ou dans l'opposition? Pressenti, je ne sais pas. Qui a le plus de chance, en tout cas? C'est encore plus compliqué. Mais il y a des candidats, plus ou moins déclarés, surtout à l'intérieur de son propre régime. Quid d'une candidature de son fils, Franck Biya, dont beaucoup parlent? Est-ce que vous pensez que c'est une hypothèse qui pourrait se vérifier? Il ne s'est jamais prononcé lui-même. Il laisse les gens parler pour lui. Et c'est une hypothèse qui est suivie très attentivement. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse unanimité à l'intérieur de de sa famille et de son régime. Merci beaucoup, Georges Dougueli, journaliste à Jeune Afrique. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur le Cameroun de Paul Biya.